8h30 sur Europe 1. Il est encore président des États-Unis quelques jours, mais il n'est déjà plus membre des réseaux sociaux Twitter, Facebook. Ils ont banni ou suspendu Donald Trump après les événements du Capitole. Cette nuit, 70 000 comptes proches de la mouvance complotiste pro-Trump QAnon ont été supprimés. Est-ce aux réseaux sociaux de faire le ménage pour réfléchir à l'actualité? Mon invité, c'est le philosophe Raphaël Enthoven. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Raphaël Enthoven. Bonjour Mathieu Béliard. Alors pour commencer, je vais vous poser la question telle qu'elle. Donald Trump banni de Twitter, suspendu de Facebook. Est-ce aux réseaux sociaux de faire le ménage? C'est aux réseaux sociaux de faire le ménage chez eux. Twitter, c'est pas un droit, c'est pas un service public, c'est une entreprise privée avec des règles, avec une charte qui est parfaitement fondée, à mon avis, à exclure celui qui ne les respecte pas. C'est pas parce que les politiques du monde entier ont élu Twitter comme tribune que Twitter, me semble-t-il en tout cas, est tenu de se conduire en prestataire public. Twitter ne doit rien à ceux qui s'y expriment. Vous dites que c'est une boîte privée, ils font ce qu'ils veulent. Écoutez, en particulier quand il s'agit d'un appel à l'insurrection qui fait 5 morts et qui ébranle une démocratie. Oui, je ne vois rien de choquant dans le fait qu'un réseau social se prive de la parole d'un homme, d'un séditieux, d'un voyou, d'un type qui en plus appelle à l'insurrection, qui est un pompier pyromane, qui est un type dangereux. Je veux dire, Trump n'a jamais tweeté en qualité de président. Il a toujours tweeté en qualité de Donald Trump. C'était le site de Donald Trump qui avait 85 millions d'abonnés ou 88. Alors, je le précise pour nos auditeurs, il y a un compte officiel POTUS, President of the United States, qu'il n'a jamais ou quasiment jamais utilisé. Et il a préféré garder son compte et ses 90 millions d'abonnés. Ce qui est très important parce que c'est le signe du fait que Trump n'a jamais endossé la fonction de président. Il s'est toujours vécu comme un individu nanti de pouvoir nouveau par le scrutin des Américains. Mais en aucune façon, il n'a incarné cette fonction. C'est pas la même chose. C'est pas comme si on avait fermé le compte de POTUS. Alors il faut regarder. Vous voyez. Alors est-ce que vous faites une différence entre Donald Trump et la fonction de président des États-Unis? Donald Trump lui-même fait une différence entre les deux. Si c'est aussi bête que ça. Est-ce que c'est multinational? Parce qu'il faut appeler les choses comme elles le sont. C'est ce que dénonçait même Bruno Le Maire hier matin. C'est multinational, privé, non démocratique. Le fait qu'elle se permette ce bras de fer et qu'elle se permette de museler un homme qui est démocratiquement élu, alors qu'il l'incarne ou pas, le président des États-Unis. Il a la légitimité des urnes. Oui. Il a la légitimité des urnes, mais la légitimité des urnes ne vous ouvre pas un accès illimité à Twitter, ni le droit d'y raconter n'importe quoi. Moi, mon problème, c'est que Twitter n'est pas censuré. Le Premier ministre, je crois, indonésien, quand il appelait au meurtre de millions de Français, ou bien d'autres choses. C'est-à-dire, ou alors peut-être ça a été le cas. Mais si c'est le cas, je m'en réjouis. En l'occurrence, il y avait eu plein de tweets différents et un tweet en particulier qui avait été supprimé. Pas le compte de voilà. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les opinions de Trump qu'on censure. L'enjeu n'est pas celui d'une liberté d'expression. Trump est parfaitement libre de s'exprimer où il veut, sauf là où la charte interdit que les appels au crime, renouvelés d'ailleurs, soient autorisés. Voilà, tout simplement. C'est les chevaliers de la liberté d'expression, les chevaliers de la liberté de parole, qui sont en général soit des gens qui adhèrent aux propos de Trump et qui défendent la liberté d'expression de celui qui est d'accord avec eux, soit des gens qui se donnent le beau rôle en disant « je n'aime pas Trump, mais enfin, tout le monde a le droit de s'exprimer », qui tombent en extase devant leur propre sagesse. Rien de tout ça ne convient. Il n'y a pas ici Twitter n'est pas un État qu'on pourrait évaluer de cette façon-là ou juger de cette façon-là. Ceci n'est pas un exercice de censure. Il faut s'entendre sur les mots. La censure, elle est verticale. Elle vient de la loi, en l'occurrence, et ici, c'est pas le cas. 70 000 comptes ont été supprimés ces derniers jours. Alors, on parle de complot, de post-vérité, et on sait que ces thématiques-là, ces problématiques-là, Raphaël Enthoven, on les retrouve, c'est très marqué dans certaines familles politiques. Est-ce que c'est possible de faire le tri sur ces réseaux, sur ces plateformes, sans exclure ou rejeter une partie de l'opinion, à savoir la plus à droite ou la plus à gauche? Non, je ne crois pas. Le problème de Trump, ce ne sont pas les fake news, les contre-vérités, les théories du complot qu'il a diffusées abondamment pendant 4 ans. Le problème, c'est le tweet où il appelle à l'insurrection, si vous voulez. Et le tweet d'ailleurs où il dit qu'il ne sera pas présent à l'investiture de Biden, ce qui est un autre appel à l'insurrection. Le problème est plus concret que cela, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, que vous ayez des fake news, des exercices de mauvaise foi, c'est le quotidien. Et c'est très intéressant quand on est prof et qu'on s'y trouve et qu'on essaie de démonter ça. Mais le démontage des fake news, il ne se fait pas par le fait de brandir une vérité contradictoire ou une autre vérité que la vérité alternative. Le démontage des fake news, il est méthodologique. Comment avez-vous accédé à cette information? De quelle façon? Donc il faut sur Twitter
faire ce travail, non pas d'apuration du lieu, mais tout simplement de pédagogie, dans la mesure où les gens n'appellent pas au crime et se contentent de dire des bêtises. Alors je voyais dans le même temps que la plateforme de vente en ligne Shopify a fermé des pages officielles vendant des articles à l'effigie de Donald Trump. Ça peut avoir l'air anecdotique. Cela dit, le service de paiement sur Internet Stripe a décidé de ne plus gérer les transactions de son site de campagne. À quel moment est-ce qu'on est dans ces entreprises privées qui font ce qu'elles veulent avec leurs conditions générales d'utilisation, qu'on ne lit jamais, soit dit en passant, et à quel moment est-ce qu'on bascule dans de l'obstruction à la démocratie ? On est dans l'obstruction à la démocratie quand on conteste une élection, quand un président élu n'est pas élu, ou quand un président qui a perdu une élection est mauvais perdant et est susceptible de déclencher une guerre civile parce qu'il n'aime pas la défaite. Là, on est dans l'obstruction à la démocratie. Qu'une entreprise se donne Donald Trump comme bouc émissaire, s'il vous plaît, bon... Comment dire ? Elles ont un bon rôle aussi. Elles sont en train de préparer la suite. C'est une façon aisée de se donner le beau rôle. Est-ce que empêcher Trump d'être sur telle ou telle plateforme, ça dépend des arguments qu'on invoque, je ne sais pas. Sincèrement, je ne vois rien ici qui entama la liberté d'expression. Voilà. Sur le cas Trump, quittons-le un instant, Raphaël Enthoven. Je voudrais rappeler tout simplement à nos auditeurs qu'en France, on a une loi qui s'appelle la loi Bichet et qui garantit que dans tous les kiosques à journaux, dans tous les relais de presse, on va trouver tous les titres de presse. C'est une loi d'après-guerre qui garantit la pluralité des opinions et des expressions. Aujourd'hui, Raphaël Enthoven, en oubliant Trump, ce pluralisme, il est garanti par un algorithme de GAFA ? Ça, pour le coup, c'est dramatique. Ceci est dramatique parce que il faut bien comprendre que ce qui se passe sur Twitter, c'est que c'est un réseau qui, sur Twitter ou sur tout réseau social d'ailleurs, la structure même d'un réseau social flatte en chacun le sentiment d'avoir raison et d'être seul à avoir raison d'une certaine manière. C'est en cela d'ailleurs que les réseaux flattent le désir identitaire. Les réseaux flattent le sentiment d'être ce qu'on croit, attirent l'attention de celui qui s'y trouve vers des contenus clivants ou des contenus qui l'intéressent. Ce qui donne un paradoxe extraordinaire, qui est que sur Twitter, on dit toutes les opinions sont libres et le débat est ouvert, alors qu'en réalité, il n'y a jamais de débat. Le réflexe des gens qui s'y trouvent est un réflexe moutonnier, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, même quand on est prévenu contre ça, on se tourne vers les gens qui pensent comme soi, de sorte qu'on n'est plus informé, on est déformé par les réseaux sociaux. Et ça, c'est un problème pour le coup de pédagogie et aussi de... Comment dire ? Ce sont des espaces d'information qui sont totalement gangrénés par la consommation. Donc ce sont des lieux qui n'informent que selon... Comment dire ? Qui ne vous donnent comme information, qui ne vous donnent à manger comme information que celles qui vous conviennent, si vous le souhaitez. Donc vous pouvez très bien vous cantonner à ce que vous croyez sur un réseau social et en cela être déformé au lieu d'être informé. Reste que c'est le problème du citoyen aussi. C'est-à-dire qu'il appartient à chacun de nous de nous informer autrement que par un réseau qui fonctionne de cette façon-là et avec des algorithmes. Merci Raphaël Enthoven. Merci à vous. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs. On participe ainsi à la réflexion. On n'est pas obligé d'avoir un avis tranché d'ailleurs sur ces questions-là. Je rappelle au passage. Juste un point, pardonnez-moi. Oui, allez-y, bien sûr. Juste un point, c'est important. Je veux dire, c'est quand même très urgent il est absolument urgent que les réseaux sociaux se conduisent en éditeurs. Ce ne sont pas des hébergeurs. Ils sont responsables du contenu qu'ils publient. Twitter est un média, c'est-à-dire un intermédiaire. C'est un filtre. C'est pas une foire. C'est pas un lieu de transparence absolue. C'est un média qui doit donc appliquer des règles. L'enjeu ici, c'est de transformer les réseaux sociaux en médias, c'est-à-dire en filtres qui ne laissent pas tout passer. Et vous avez ouvert le débat des prochaines années, puisqu'au début des années 2000, on les a qualifiés d'hébergeurs et non d'éditeurs. Peut-être que ça va évoluer. En tout cas, la politique actuelle des Twitter et des Facebook laisse penser qu'on va vers de l'éditorial. À suivre donc. Raphaël Enthoven, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt. 7h49 sur Europe.